le point qui revient tout le temps, peu importe le sujet, c'est tout le temps l'idée de produire ici. Donc, cette espèce d'idée-là de nationalisme économique, et puis ça, c'est une idée là, qui transcende la gauche et la droite et qui se disperse partout. Tu sais, lui, il va appeler ça le nationalisme économique, d'autres vont appeler ça l'autosuffisance. Si vous fouillez dans les médias québécois, vous allez voir plein d'articles de journaux là-dessus. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, l'autosuffisance artistique et culturelle, créer un Amazon québécois, créer un Netflix québécois, consommer des légumes de saison québécois, les aliments du Québec avec le petit sticker. Puis là, tu te dis, OK, tout ça est bien beau, tout ça est bien le fun. Moi, j'ai rien contre ça. Là. Je suis le premier à aller dans une ferme où on cultive des légumes, je vais être bien content d'acheter des carottes et des navets faits ici, là, puis de voir ce que ça goûte. Puis je suis très curieux là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais je me dis, pourquoi c'est toujours répété? Tout le temps, cette espèce de discours-là de repli, tout en dénonçant le protectionnisme, par exemple, des Américains. Donc, on vit dans cette contradiction permanente-là. Et puis, j'ai mis le doigt à un moment donné dessus. En fait, on est omnubilé par ce que j'appellerais le mythe de l'autarcie. Donc, l'autarcie, c'est quoi? C'est le vrai mot pour parler de ce qu'eux autres appellent l'autosuffisance. Et c'est un mythe qui est vieux comme le monde. Hein. Les sociétés, donc ce que je vous ai parlé dans les dernières semaines, les régimes dictatoriaux du 20e siècle qui ont saccagé l'Europe, les régimes nationalistes d'Europe, tous les régimes, en fait, vivent de cette espèce de mythe-là de l'autarcie. Donc, les nazis faisaient ça. Hein. Si, par exemple, nous autres, on n'achètera pas des produits qui viennent des salles français ou des salles espagnoles, on va produire allemand, des chars allemands, des boulons allemands, des pains allemands, du lait allemand. Et puis là, ça vient, puis là, tu te dis, OK, mais le bout de tout ça, c'est quoi, finalement? Donc, où on vient avec ça? Et puis là, je me suis mis à chercher pour vous, parce qu'en dehors du langage, là, consommer local, vendre local, l'argent sort du Québec, ça, vous allez l'entendre souvent, l'argent. Oui, vous encouragez des compagnies étrangères, l'argent sort du Québec. Là, je me suis mis à fouiller là-dessus, et finalement, tu te rends compte que c'est une idée qui est vieille comme le monde. Donc, plusieurs anthropologues se sont penchés sur ce genre d'affaires-là, et on dit que plusieurs sociétés primitives, là, donc qu'est-ce que j'entends par société primitive? Là, donc, on parle par exemple, quand on étudie les tribus mayas, incas, la Babylone, ce genre d'affaires-là. Donc, les sociétés non modernes là, de l'Antiquité ont été étudiées, mais on va dire, bon, ben, ces sociétés-là sont autosuffisantes. Là, ils vivent dans un genre de système fermé sur eux autres mêmes. Donc, on dit qu'en Amérique latine, mettons aujourd'hui en Asie ou en Afrique, dans quelques coins reculés, vous pouvez encore trouver des genres de groupes là, éloignés qui vivent de ces genres d'économie de subsistance-là, mais ça reste que c'est très marginal. Là. Donc, c'est pas un modèle qui est viable, même à l'intérieur d'une société très peu développée. Là. Donc, c'est quoi qu'on désigne par une société vivant dans ce type de système-là? Vous allez voir que ça semble loin, mais ça nous ressemble en même temps. On dit que ça désigne un groupe social, donc une communauté, vivant des produits de son travail, donc qui utilise des techniques archaïques et donc un appareil de production un peu dépassé, des technologies dépassées, finalement qui vit du passé, qui vit à une autre époque, comme on dirait. Donc les transports sont réduits entre les régions parce que les gens consomment leurs propres affaires, vivent entre eux autres. Et ce que les anthropologues remarquent, les historiens remarquent, c'est que toutes ces sociétés-là, qu'elles soient plus modernes ou qu'on remonte très loin dans le temps, ont toujours généré des conflits entre eux. Donc, on s'arroge une petite partie de territoire, on vit entre nous, puis là, on est comme pris là-dedans, puis à un moment donné, quelqu'un veut venir jouer dans ta cour, puis là, ben, c'est l'envahisseur qui arrive. Ce qui n'est pas tellement loin de notre vision actuelle. Tu sais, Amazon annonce qu'il cherche un siège social pour un nouvel entrepôt, une nouvelle place.
Et puis là, quand on dit peut-être que ça serait une bonne idée de demander à Québec ou Montréal de mettre sa candidature, hey, wow, 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 de compagnie étrangère qui arrive, qui va nous voler des employés. Puis, tu sais, il y a ce côté-là là, dont on ne s'est jamais vraiment débarrassé. Mais en réalité, ça ne nous vient pas de nulle part. Ça nous vient d'un genre de vieux fond de collectivisme qui est ancré au fond, finalement, de l'humain, une espèce de mentalité traditionnelle de vivre dans sa communauté, de ne pas sortir de sa communauté. Donc, le mot autarcie lui-même, là, si vous vous demandez ce que ça veut dire, c'est tout simple, ça désigne quelqu'un ou quelque chose qui se suffit à lui-même. Donc, il vit entre... Tu sais, quand, par exemple, vous voyez les maisons autonomes, les patentes, là, le genre de survivalisme, ces affaires-là, ben ça, c'est un exemple d'autosuffisance. Là. Le gars, il cultive des petites patentes, puis là, il canne des affaires, met ça dans sa cave, puis là, il essaie de faire lui-même son linge en raccommodant des cochonneries qu'il a trouvées. Bon, ben ça, c'est un genre de formule moderne, qu'on pourrait dire, d'autarcie. Mais évidemment, on s'intéresse à ça quand on parle d'une famille, d'un village, d'une région, d'un pays. Évidemment. Donc, ça a été essayé dans l'histoire, hein, le système autarcique, ce que d'autres appellent le nationalisme économique. Là, ça a été essayé dans l'histoire. Donc, c'est une théorie économique qui prône un système fermé. Bon, par rapport à un système ouvert, c'est quoi? C'est un système où il y a de l'importation, de l'exportation. Un système fermé, c'est un système où on s'autosuffit. Donc, on mange nos légumes, on se vend nous autres nos légumes, on fait nos affaires, on prend pas de carburant qui vient d'ailleurs, on prend rien qui vient d'ailleurs, puis on essaie de s'arranger entre nous autres. Donc, il y a deux types de systèmes autarciques qu'on peut observer dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle l'autarcie d'expansion. Ça ressemble un peu à ce que les nazis faisaient. C'est-à-dire, on envahit l'Europe, après ça, on ferme ça, puis on vient de nous autres là-dedans. Pour avoir tous la même couleur de peau, avoir tous les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même religion, les mêmes patentes. Donc ça, c'est une autarcie qu'on pourrait dire impérialiste ou d'expansion. Mais il y a aussi l'autarcie de repliement. Ça, c'est quoi? C'est comme les petites communautés faisaient, c'est-à-dire se fermer complètement au monde extérieur, ne pas vouloir sortir et puis vivre finalement dans nos affaires. Puis si moi, j'en ai pas d'orange, pas grave, je mangerai du navet à la place. T'sais? C'est un peu comme ça, grossièrement, qu'on pourrait le résumer. Bon, c'est sûr que, soyons francs, dans l'histoire, il y a des facteurs géographiques qui favorisent le fait que certains de ces systèmes-là ont existé. Donc, par exemple, l'Angleterre a vécu pendant un certain temps, le Royaume-Uni, un système un peu autarcique dans le sens que c'est une île coupée du continent européen. Donc, forcément, par les insulaires, les gens qui vivent dans des coins reculés, soient séparés d'un autre pays par un désert, un cours d'eau, bon, ben, vivaient une certaine forme d'autarcie, mais pour des raisons géographiques et hors de leur contrôle. Ici, ben, on a vécu ça un peu à cause de la langue. Bon, ben, pendant des centaines d'années, les Canadiens français, maintenant qu'on appelle les Québécois, vivaient avec des barrières linguistiques qui sont aussi efficaces que des barrières physiques. Pas besoin de mettre un mur pour ne pas aller d'un côté ou de l'autre d'une section, d'une région. Vous avez juste à empêcher les gens de parler la langue des autres. Vous allez voir qu'ils ne communiqueront pas beaucoup entre eux. Donc, c'est ça, on est habitué à vivre dans un système où, bon, puis là, on voit l'effritement de tout ça là, avec le temps. Les jeunes sont sur Netflix, sont sur les consoles de jeux, parlent avec des gens d'un peu partout dans le monde, chattent avec du monde d'un peu partout dans le monde. Donc, cette barrière-là linguistique est en train de s'effriter, mais pendant très longtemps, elle a agi comme un facteur qui fait que, bon... on a été dans notre petit système entre nous autres, puis Paul vend... Paul, les cordonniers, il arrange les chaussures de Mme Gignac, puis Mme Gignac, son mari, fait pousser de l'ail, fait qu'il donne son ail au cordonnier. Mais c'est comme ça que ça fonctionnait, une espèce d'économie un peu archaïque qui était due au fait qu'on était isolés. Mais bon, ça, ça a une fin. Ça a une fin. Parce que là-dedans, on préconise un système de consommation où on réduit les importations et les exportations au minimum, mais à un moment donné, il y a une limite à ça. À un moment donné, la technologie fait en sorte que, oui, on veut réduire la dépendance par rapport aux autres, parce que l'idée de base, quand tu y réfléchis, n'est pas si mauvaise que ça. Tu te dis, OK, le Canada, mettons, va essayer d'être
autonome sur le plan alimentaire pour ne pas dépendre des autres. Oui, mais à un moment donné, ça renvoie à des vieux débats économiques qu'il y a eu, notamment ceux qui ont fait un peu d'économie vont savoir de quoi je parle. Quand on parle la théorie des avantages comparés, c'est que ça a été développé par des économistes libéraux d'il y a très longtemps. Ils disaient, oui, mais supposons que tu as deux pays collés. Là. Mettons, on va dire le Brésil et le Venezuela. Bon, ben, au Venezuela, mettons, on produit quelque chose de manière plus efficace et de l'autre côté, ils produisent une autre chose de manière plus efficace. Bon, mais notre avantage comparé là-dedans, c'est-à-dire notre avantage respectif. Moi, c'est mon avantage d'acheter tes cossins parce que tu es meilleur que moi pour le faire. Et toi, c'est ton avantage de me vendre tes affaires puis que moi, je te vende les miennes. Donc, parce qu'on est tous les deux meilleurs dans certains segments. Donc, parce que si tout le monde, on le voit avec les magasins qui essaient de tout faire, là, ou des restaurants qui essaient d'avoir tout sur le menu, ben, quand il n'y a aucune spécialité et il y a tout sur le menu, ben, des fois, il n'y a rien qui est bon, tout est comme correct. Même les mêmes choses pour les magasins qui n'ont pas de segment de marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mythe de l'autarcie a été étudié par un historien qui s'appelle Paul Venn, dont c'est un Français que je vous suggère d'aller voir. Donc lui, c'est un spécialiste de la Rome antique. Donc c'est un historien de l'Antiquité, étudier les Grecs, la Rome antique, tout ça, c'est très intéressant. J'en profite pour le mentionner parce que beaucoup de gens m'ont écrit pour savoir, tu parles souvent de plein d'affaires, est-ce que tu as des livres à nous suggérer? Tu devrais faire tout le temps comme un genre de suggestion de livres. Bon, ben là, j'en fais une. Je vous renvoie à Paul Venn, son livre qui s'appelle « Sexe et pouvoir à Rome ». Ça a été publié en 2005. Si vous voulez savoir c'était quoi la décadence romaine, vous devez lire ce livre-là. Donc, « Sexe et pouvoir à Rome » en 2005 de Paul Venn. Ça va vous intéresser, je suis pas mal certain. Paul Venn, d'ailleurs, est un personnage qui est très drôle. Lui, je fais un petit aparté, il a été, lui, dans les années 50, c'est un vieux bonhomme, il est né dans les années 30. Dans les années 50, il y a une vingtaine d'années, il décide de s'enrôler dans le Parti communiste français. Donc, le Parti communiste français est un genre de force politique à la mode à ce moment-là. Là. On ne connaît pas encore ce qu'on connaît. Lui, il embarque là-dedans. Et puis, à un moment donné, il en sort et il donne une entrevue à un journal et il dit « Ouais, je me suis enrôlé là-dedans, mais finalement, je me suis aperçu que je me trouvais, j'ouvre les guillemets, je me trouvais en présence d'une secte. Je comprenais pas de quoi il s'agissait et je savais pas quoi dire et à quoi ça servait. » Donc, c'est intéressant, tu vois, le parcours politique du gars qui s'est promené un peu d'un côté et de l'autre du spectre politique. Mais bref, cette suggestion-là, à part, je reviens à notre idée du mythe de l'autarcie. Donc, Paul Venn étudie ça et il dit, même si on remonte aux Romains, aux Grecs, tout ce que vous voulez, les sociétés qui sont complexes, là, mettons qu'on sort de la petite communauté isolée sur une île, là, ben, il n'y a aucune société complexe qui a existé, qui a été autosuffisante et autarcique. Ça n'est jamais arrivé. L'exemple le plus près de ça, c'est le Japon impérial médiéval, mettons. Bon, le Japon vivait une certaine forme d'autarcie, mais le Japon sont sur une île à des kilomètres et des kilomètres de la côte, isolée. Là. Donc, ce qui peut passer pour le commerce, c'est les bateaux. Donc, le Japon vivait une certaine forme d'autarcie, mais il y avait quand même du commerce avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres pays alentours. Donc, c'était pas un système fermé complet. Là. Lui, il dit c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais en réalité, il dit si vous regardez toutes les autres sociétés complexes, que ce soit la Grèce antique, Chypre, les Romains, même l'île de Pâques, nommez-les toutes. Là. Si vous les regardez tous, même des sociétés fermées, comme par exemple l'Allemagne de l'Est. Après la Deuxième Guerre mondiale, on fait un mur, on sépare l'Allemagne en deux. L'Allemagne de l'Est est gérée par les communistes et on dit, bon, mais ça a vraiment l'air d'un système fermé où tout le monde est finalement prisonnier dans une espèce de patente. Plus ou moins, parce que les spécialistes qui ont étudié ça se sont rendus compte qu'en réalité, il y avait des brèches à certains endroits du mur, des gens passaient des vivres par en dessous à certaines places, il y avait un commerce illégal de toutes sortes d'affaires, et puis en plus, l'URSS envoyait des fournitures à l'Allemagne de l'Est parce qu'à un moment donné, le monde crevait de faim. Là. Donc, il n'y a jamais eu de système, même la Corée du Nord. Prenez la Corée du Nord, la Corée du Nord, c'est une économie fermée sur elle-même, il n'y a personne qui rentre là. Tu sais, moi, mettons, j'ai une business, je vends des matelas. Je ne peux pas dire, m'en va m'ouvrir un kiosque en Corée du Nord. Non, vous avez raison, mais il y a quand même
la Corée du Nord n'est pas un endroit qui réussit à être autarcique. Ça n'existe pas. La Corée du Nord fonctionne parce que des pays, entre guillemets, sympathisants comme la Chine envoient du carburant, envoient de la bouffe, envoient toutes sortes de produits. Même chose pour Cuba. Cuba, il y a des affaires qui arrivent d'ailleurs. Puis Cuba, ben, ça a fonctionné en partie pendant un temps parce que l'Union soviétique, encore eux autres, envoyait des voitures, envoyait de l'argent, envoyait toutes sortes de vivres là-bas pour permettre à cette île isolée de survivre. Parce que, si vous le figurez là, dans un raisonnement très simple, là, puis on en a déjà parlé dans d'autres circonstances, là. Vous avez une famille, vous êtes 4. Vous demandez à votre fils de tondre le gazon. Vous donnez 20 $ à votre fils pour avoir tondu le gazon. Est-ce que la famille s'est enrichie de 20 $? Pourtant, il y en a un qui a gagné 20 $. Mais non, ce qui est parti de ma poche à moi pour aller dans celle de mon fils. Et par exemple, si mon fils va tondre le gazon du voisin, qui revient avec un 20, là, la famille s'est enrichie de 20 $. Comprenez? Donc, à l'échelle de la communauté, plus on étire, plus c'est comme ça. À l'échelle de la nation, c'est de même. Si le gouvernement prend de l'argent qu'il a pris dans mes poches pour la mettre dans la vôtre, il n'y a personne qui s'est enrichi. Vous êtes enrichi. Mais la société, collectivement, abrasse le même argent. Donc, c'est pour ça que les sociétés, même archaïques, n'ont jamais été capables de vivre d'autarcie, parce qu'à un moment donné, il y a besoin de l'extérieur pour apporter ce qu'on ne peut pas avoir. En fait, j'en ai trouvé un exemple de sociétés qui vivent d'autarcie complète. Mais c'est plus ou moins un bon exemple parce qu'il n'y a pas d'économie. C'est une société primitive. Vous irez voir ça sur YouTube. Je termine comme ça parce que ça fait un peu une note d'humour, là. Allez voir ça sur YouTube, North Sentinel Island. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est trop drôle, là. C'est une île. En réalité, c'est quoi? C'est une île qui est au sud-ouest de l'Inde, je crois, où à l'époque où les habitants de l'Inde, on remonte à des dizaines de milliers d'années, colonisaient les petites îles qui entourent l'Inde. Il y a une communauté qui était perdue sur une île il y a 60 000 ans. Donc, ça fait 60 000 ans qu'ils vivent, sont genre 300 sur une île. Et là, ils ont essayé d'être approchés par du monde à un moment donné. Et puis, ça s'est mal passé. C'est des gens qui sont pas capables de... Ils sont pas habitués de voir l'extérieur. Pour eux autres, le monde, c'est l'île, puis en dehors, il n'y a rien qui existe, là. Donc, je vous renvoie à ça. Ça peut quand même être drôle, mais ça vous montre... La morale de tout ça, c'est que finalement, notre côté refermé sur nous-mêmes ne nous sert pas du tout, là. C'est comme... Ça devient à un moment donné impossible de progresser là-dedans parce qu'on a besoin des autres pour progresser. Finalement, ça peut... Morale assez simple.